Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, podcast consacré au cyclisme sur route. Cet épisode, ce sera celui du débrief de la deuxième semaine du Giro et de la préface de la troisième semaine. Un Giro qui est décidément fort en surprise. On a encore eu ce week-end beaucoup de perturbations au niveau du classement général, etc. On a eu des vainqueurs d'étapes qu'on n'attendait pas. Bref, c'est vraiment un grand tour assez sympa à suivre. On avait peur que cette deuxième semaine soit un peu pénible, pour être honnête, mais finalement, il s'est passé tellement de choses, pas toujours dans le bon sens, hein. On parlera évidemment des abandons de Ciccone, de la défaillance de Roglic, mais il s'est passé beaucoup de choses, quasiment tous les jours, donc finalement, ça fait une semaine assez sympa à suivre. Donc, je vous propose dans un premier temps, on va débriefer rapidement les étapes de la semaine 2. Ensuite, on fera un point sur les classements, et enfin, on partira pour la préface de la troisième semaine en regardant donc les profils les uns après les autres, et puis en imaginant les différents scénarios de course possibles. Donc tout d'abord, si on commence par la deuxième semaine, cette semaine commençait par un contre-la-montre de 28 kilomètres qui arrivait à Pise. On savait que ça allait être assez décisif pour le général. Finalement, il y a eu un élément très important, ça a été la pluie. Euh, Globalement sur cette étape-là, donc qui a été remportée pour rappel par Dan Houle, donc une surprise. Je crois que c'était sa première victoire en pro hors championnat national. Donc voilà, il le méritait probablement devant Joshua Tarling et Ethan Hayter. Euh, Ce qui a vraiment scellé le sort de ce contre-la-montre, c'était vraiment la météo qui était très changeante. D'abord, on a eu un peu de vent qui s'est levé, notamment pour le passage de Tarling, si je vais pas te dire bêtises, ce qui fait qu'il n'avait pas exactement les mêmes conditions que Dan Houle. On va pas enlever pour autant le prestige de la victoire de Dan Houle, mais bon, la météo a vraiment eu un impact important. Et puis ensuite, évidemment, euh, cette pluie qui a ralenti fortement les coureurs qui étaient les derniers à s'élancer, donc c'est-à-dire les favoris. Donc victoire de Houle devant Tarling. À noter qu'on avait aussi Jevine qui avait l'air très fort, qui aurait pu jouer la victoire, mais qui a fini finalement à 37 secondes après une chute. Donc ça c'est un peu dommage pour lui, mais donc c'était peut-être les trois hommes les plus forts, Houle, Tarling et puis Jevine. Euh, Ce qui s'est passé pour les derniers coureurs, donc avec cette arrivée de la pluie, et pour les favoris, c'est qu'on a eu des conditions très différentes. Même par exemple entre Ayuso et Roglic. Euh, on a eu une chute de Ethan Bernal aussi sur cette étape-là à noter. Bon, finalement, on l'a même pas vu à l'écran parce que c'était glissant, donc ça se voyait pas trop sur sa combinaison qu'il avait chuté. Mais donc Bernal a quand même chuté. Et au final, au classement général, sur cette étape-là, c'est Roglic qui a repris un peu du temps à tout le monde, notamment parce que, bon déjà il est très bon rouleur, ça n'est pas à prouver. Et ensuite parce que il avait eu des conditions peut-être un peu plus favorables que les derniers. Je crois qu'il était parti une vingtaine de minutes avant Juan Ayuso par exemple, ce qui fait que c'est lui qui a fait le meilleur chrono. Euh, Ayuso a fait aussi un bon chrono, alors que Del Toro, qui est parti 3 minutes après lui, on a fait un plutôt mauvais. Bon chrono aussi pour Simon Yates, pour Thymen Arensman et Derek G. Bon, après, Derek G et Arensman, ils partaient un peu plus tôt aussi, donc ce qui a aidé. Tiberi, pas trop mal. Et puis après, eh ben, il y a les grimpeurs qui ont perdu énormément de temps, hein. Les Ciccone, Egan Bernal et puis Richard Carapace ont perdu vraiment beaucoup de temps, mais donc chrono avec quand même des écarts en général, qui a été notamment euh, dont le scénario pardon a été vraiment décidé par la météo. Donc voilà, point important, mais difficile de tirer de véritables enseignements de cette étape-là. Étape numéro 11, donc étape qu'on savait destinée plutôt aux baroudeurs avec un très difficile Alpecin Pellegrino qui était en plein milieu d'étape et ensuite la fin du profil laissait un peu désirer, on savait pas trop ce qui allait se passer. Euh, Ça a mis très longtemps à sortir en échappée, ça c'était vraiment une folie. Il y avait 70 kilomètres de plat au début, et bah, pendant 70 kilomètres il s'est rien passé, enfin personne n'arrivait à suivre, à sortir, ça roulait très très vite. Et finalement on a eu Wout Poels et Kelderman qui sont sortis. Ils ont été rejoints par un gros groupe qui est sorti à 75 kilomètres du début de l'étape. Et finalement, l'UAE a roulé derrière l'échappée. Alors, je sais pas vraiment pourquoi, mais UAE a décidé de rouler. Et puis, on a eu le début du flow Ineos sur cette semaine-là, avec une attaque pardon, d'Egan Bernal. Egan Bernal donc, qui a attaqué à 2 km du sommet, c'était très dur hein, comme ascension, donc ça permettait des attaques, mais c'est juste qu'en termes de position dans l'étape, c'était vraiment compliqué d'envisager la suite de l'étape après une attaque dans ce San Pellegrino, pardon. Euh, donc on a eu pas mal de coureurs qui étaient lâchés. Arensman a été lâché. Storer et Simon Yates, il me semble, étaient assez limite. Finalement, on a eu un groupe d'échappés qui est parti à 5 seulement, avec Fortunato, Wout Poels, Bilbao, Quintana pardon, et Luc Plapp. Et Pedersen a roulé dans, dans la suite de l'étape.
et a scellé le sort de cette échappée qui a été reprise, notamment parce qu'une fois qu'il a roulé, d'autres équipes se sont mises à rouler, les Q36.5. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, l'AIF a fait rouler dans la dernière ascension. Richard Carapace est sorti et personne n'a essayé de le suivre. Enfin, en tout cas, il était fort, ça c'est sûr. Et les UAE ont préféré jouer la stratégie groupée. Il faut dire que UAE a beaucoup de coureurs qui sont très bons en montagne, donc ils pouvaient se le permettre. Et donc, ils ont limité la casse. Et finalement, Carapace est allé s'imposer tout seul, en solitaire, après 9 bornes solo. Donc c'était un bel éclat de panache de Richard Carapace. On sait que c'est un coureur attaquant. C'était Bernal qui avait attaqué plus tôt dans l'étape. Lui, il a réussi à attaquer là dans une partie qui était un peu plus favorable pour faire des écarts jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais il faut dire quand même qu'il était très très fort, Richard Carapace. Et donc, Isaac Del Toro qui réglait très facilement le peloton à 10 secondes de Richard Carapace, ce qui pouvait laisser un peu de regret, parce qu'il aurait pu suivre l'attaque de Richard Carapace, mais je suppose qu'il a eu des consignes qui lui ont dit de ne pas le faire. Donc voilà, Del Toro qui s'est montré encore une fois très très fort, et Carapace aussi à un bon niveau. À noter donc, je disais Storer, Arensman et Simon Yates qui n'étaient pas dans un très grand jour, mais une étape un peu de folie franchement, avec un scénario assez compliqué à suivre tout au long de la journée. On s'y attendait pas forcément et c'est donc une étape qui a fait plaisir. Au contraire de l'étape du lendemain, l'étape numéro 12, on va en parler très rapidement. Cette étape de sprint qui arrivait donc à Viadana, qui est remportée par Olaf Koy. Olaf Koy qui était emmené au sprint par Wout van Aert, qui l'a parfaitement emmené. Et donc voilà, Olaf Koy qui était le mieux placé, qui gagne, devant Casper Van Uden et Ben Turner. Ben Turner qui était dans la route de Olaf Koy. Comme quoi c'était vraiment une question de placement sur cette étape-là. À noter que on a Pedersen qui fait 4, donc qui limite un peu la casse au maillot cyclamen par rapport à Olaf Koy. Kiden Groves 5, et puis côté français, on a Paul Magnier qui a fait 8e. Sinon, pas grand-chose à redire de cette étape-là. Étape numéro 13, étape donc qui arrive à Vicenza. Donc on se disait ça va être un sprint en boss, et ça a été le cas. Remporté par Mats Pedersen juste devant Wout van Aert. Un vrai duel de champions entre les deux. Isaac Del Toro qui était le troisième plus fort, qui a fini donc troisième à 2 secondes quand même, donc il a pris une cassure. Euh, et là, on a eu encore, j'ai quand même envie de dire un peu le n'importe quoi de l'équipe Ineos. Il faut les remercier parce qu'ils attaquent souvent, ils mettent vraiment du suspense dans les étapes, mais là, c'était un peu le n'importe quoi. Ils ont roulé dans la bande qui était à 5, dans la bosse qui était à 50 bornes de l'arrivée. Ils ont fait des cassures, mais ensuite il y avait beaucoup de plats, quoi. Donc ça servait pas à grand chose. À noter quand même qu'on a eu un grand numéro à l'avant de Lorenzo Germani, de la compagnie FDJ. C'est très fort, qui a été rejoint par Scaroni. Ils ont fait un beau numéro, mais ils ont été repris dans l'avant-dernière ascension. Donc Bardet était sorti d'ailleurs dans cette dernière ascension, avant-dernière ascension avec Bacek, mais ça n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Notamment parce qu'il y a les Alpecin qui ont roulé. Alors là, on sait vraiment pas pour qui. Alpecin. Parce que le premier Alpecin, je crois qu'il finit au-delà de la 30e place. Donc bon, bref. Pedersen était le plus fort. Euh, Beaucoup avaient misé sur Isaac Del Toro, après ce qu'il avait montré sur les étapes précédentes, mais quand même, c'était pas assez dur pour que Pedersen et Van Aert perdent l'avantage qu'ils ont de leur puissance par rapport à Isaac Del Toro. Isaac Del Toro qui finit donc troisième, qui prend des bonifs et 3 secondes d'avance sur tout le monde, parce que le gros groupe est arrivé à 5 secondes. Groupe réglé par Rémi Rochas, donc belle perf de Rémi, on en reparlera un petit peu dans la suite. Juste devant Dorian Godon d'ailleurs, les Français qui font plaisir. Roglic qui faisait sixième et qui présageait plutôt d'une bonne forme. Euh, mais vraiment là je me suis demandé, mais qu'est-ce que fait Ineos quoi? On sait que Bernal doit reprendre du temps, on sait qu'Arensman doit reprendre du temps. A priori, on comprend que c'est plutôt Bernal le leader, mais franchement, rouler si fort à ce moment-là de la course, avec autant de plats derrière, bah c'est bien pour le spectacle, mais stratégiquement, c'est un peu nul, j'ai l'impression. Je suis désolé de dire ça parce que ça me fait un peu mal, hein, parce que on est content d'avoir des coureurs avec des tempéraments d'attaquants, mais là, pas compris. Bref, étape numéro 14, l'étape qui arrivait à Goria, à Nova Gorica. Heu, Étape qui devait s'avérer totalement anodine, finalement qui a été très décisive pour le général, puisqu'il y a plu en Slovénie et que les rues étaient glissantes, avec une énorme chute. Énorme chute, donc avec à l'avant du peloton, notamment Ciccone qui est tombé, qui a fini à 16 minutes et qui a abandonné le lendemain. Donc énorme coup dur pour Giulio Ciccone qui avait fait tout de manière parfaite jusqu'ici dans ce Giro d'Italia. Et on a eu un petit groupe qui s'est joué j'allais dire quasiment la victoire, mais de la deuxième place, parce qu'il y avait un mec qui était à l'avant, Casper Asgreen, qui résistait à tout le monde, qui était vraiment super fort.
Ça fait plaisir de revoir Asgreen à ce niveau-là, et ça fait plaisir de voir des attaquants récompensés dans des raids solitaires, un peu comme Verona le lendemain. Mais donc Casper Asgreen qui s'est imposé, et c'est donc notamment grâce à cette chute malheureusement, hein, mais il y a eu cette chute à l'avant du peloton, à 16 bornes de l'arrivée, si je dis pas de bêtises, qui a fait qu'il y a une énorme cassure, il y a eu beaucoup de favoris à terre, et en fait finalement, et bah Casper Asgreen, il n'y avait pas grand monde pour lui mener la chasse derrière, parce qu'on n'avait que la Visma Leasebike avec trois quatre coureurs, pas plus, et ça lui a permis de résister. Donc je disais Casper Asgreen, ensuite Caden Groves qui fait deuxième devant Olaf Koy, mais surtout dans ce groupe-là, donc c'est le groupe qui est passé entre les mailles du filet de la chute. On avait Tom Pidcock, mais bon, c'est un peu anecdotique, mais on avait surtout Isaac Del Toro, donc encore très bien placé, Isaac Del Toro, Simon Yates, Derek G et Richard Carapaz, et Damiano Caruso d'ailleurs. Donc ça, c'est des coureurs qui ont fini à 16 secondes du vainqueur, pardon, et le peloton lui a fini à plus d'une minute avec tous les autres favoris. Donc ça veut dire qu'on a eu pas mal de coureurs qui ont repris 45 secondes sur les autres. Et donc ceux qui ont perdu du temps dans cette chute-là, c'était Egan Bernal tout d'abord. Encore une fois, malheureusement pour lui. Primoz Roglic, Michael Storer, mais c'est un peu anecdotique. Thymen Arensman, mais surtout Juan Ayuso. Donc là, on a eu des grosses différences. Et puis en plus, on a eu Tiberi à 2 minutes. Donc Tiberi qui a perdu 1,45 sur Del Toro, notamment sur cette étape-là. Donc là, ça lui a fait mal. À Tiberi, c'était vraiment lui qui a pris le plus cher sur cette étape-là. À égalité, bien malheureusement, pardon, avec Giulio Ciccone. Mais bon, Ciccone qui a abandonné le lendemain, qui avait l'air très touché au genou. On se demandait comment il allait réussir à finir l'étape. Mais donc, étape qui semblait sur le papier anodine et qui finalement s'est révélée dévastatrice avec un classement général chamboulé, puisque Del Toro est toujours le leader, puisqu'il est dans le groupe à l'avant, mais à 1,20 devant Simon Yates, qui est le nouveau dauphin, devant Ron Ayuso. Et on a des gars comme, bon évidemment, Tiberi a perdu beaucoup de temps, Bernal a perdu du temps, Arensman a perdu du temps, Ciccone a abandonné, donc ça fait vraiment des gros écarts au classement général. Et donc, moi je m'étais dit avant le week-end, bah, les positions sont à peu près figées. Pour l'instant, on a eu de la chance, tout le monde est à peu près passé entre les mailles du filet sur cette deuxième semaine. Et bah pas du tout. Parce que cette étape-là a montré que une étape anodine, il suffit de mettre un peu d'eau sur des pavés, et bah ça met tout en l'air, et malheureusement, on a eu des chutes. Et le lendemain, on a aussi eu des écarts au général, mais c'était pas dû à une chute, puisque c'était dû à une défaillance de Primoz Roglic, donc sur l'étape numéro 15, donc dans laquelle Ciccone n'est pas parti, qui a été remporté par Verona en solitaire, un énorme numéro qui a fait un peu penser à celui de Asgreen la veille. Euh, on a eu une belle échappée en fait au début de cette étape. Donc pour rappel, le profil c'était du plat, le Monte Grappa en plein milieu de l'étape, ensuite une autre montée de première catégorie, et on arrivait sur un secteur assez vallonné pour faire les 20 dernières bornes. Donc Ciccone n'est pas parti de cette étape-là pour rappeler. On a une belle échappée et ensuite on a re-eu le Cirque Ineos dans le Monte Grappa, donc à 100 km de l'arrivée. Euh, Énorme forcing des Ineos. Ensuite, on a un groupe qui part à l'avant avec Carapaz, les Ineos, donc Arensman et, euh, et Egan Bernal. On a aussi notamment et vraiment Isaac Del Toro qui sautait sur tous les coups, qui était évidemment dans ce groupe-là. Et ensuite, on avait derrière Juan Ayuso, qui n'était pas distancé vraiment, mais qui a décidé de rester dans la route de ses équipiers. Ses équipiers qui l'ont évidemment ramené sur le groupe devant, puisqu'il y avait de la vallée après, donc bah, Bernal était bien content d'être tout seul à l'avant, mais il y avait personne pour le relayer. Donc c'est vraiment, quand on voit la force de l'armada UAE, je comprends pas comment Bernal peut se dire, bah on va continuer à rouler et puis on va gagner du temps sur UAE. En fait, pour être honnête, Egan Bernal n'est pas bête, et ça il le savait parfaitement. Mais c'est un peu un geste désespéré, je sais pas comment dire, mais ces offensives à répétition, bon, ça anime la course, hein, c'est incroyable pour les spectateurs, mais franchement, d'un point de vue tactique, la Ineos, c'est pas toujours compréhensible. Euh, et donc, bon, il y a une nouvelle échappée qui est ressortie, avec notamment Romain Bardet, Nicolas Prodhomme, qui ont finalement fait 4 et 5 de l'étape, ce qui est un peu dommage. Et puis, ça reroule dans le deuxième catégorie dont le sommet était à 25 bandes de l'arrivée. Ineos qui reroule. Finalement, c'est IF qui prend le relais, avec une attaque de Carapace. Donc, à peu près tous les favoris suivent, sauf, sauf Primoz Roglic. Parce que là, cette fois-ci, sur cette attaque-là, il n'y avait pas que Del Toro, il y avait aussi Ayuso. Ayuso, cette fois-ci, il a dit, bon, je vais pas rester avec mes coéquipiers, je vais y aller. Et en fait, il y a pas mal de coureurs qui y sont allés. Et il y a Primoz Roglic qui n'a pas pu accrocher les roues parce qu'il n'était pas dans une bonne journée, tout simplement.
Donc défaillance de Roglic. Et puis devant, bah, ça s'est bien entendu, hein. Del Toro semblait vraiment très très fort. Euh, Carapace et Simon Yates semblaient aussi bons. Derek G et Tiberi, peut-être un petit ton en dessous, mais ils étaient pas mal. Bernal un peu en difficulté, et puis Storer pardon, et Arensman qui étaient pas loin de se faire lâcher, mais euh, globalement tout ce petit groupe est resté ensemble, à l'exception de Roglic qui était derrière. Ayuso, vraiment, il a pas pointé le nez dehors, hein, c'était fou. Et ensuite, bah, tout le monde a roulé ensemble, hein, tout simplement, parce qu'il y avait des équipiers, il y avait des équipiers UAE qui ont roulé pour éliminer Roglic. Il y avait des mecs qui étaient dans l'échappée à l'avant qui se sont relevés pour leur leader qui était dans le groupe derrière. Donc, je pense notamment à Peyo Bilbao qui s'est laissé décrocher pour rouler pour Tiberi, mais aussi pour Caruso, hein, parce que maintenant il faut aussi garder Caruso dans l'équation. Euh, il y a aussi Ainer Rubio qui était dans ce groupe-là, qui s'est fait aider par Quintana qui était à l'avant, qui s'est relevé. On a aussi eu Bart Lehman qui était à l'avant pour la Visma, qui est redescendu pour rouler pour Simon Yates. Bref, tout le monde s'est mis un peu d'accord pour rouler contre Roglic. Finalement, tout ce beau monde finit à 30 secondes de Carlos Verona, qui était vraiment impressionnant de résistance. Encore un super numéro en solitaire, et puis Roglic qui finit à 2 minutes. Donc, qui perd 1 minute 30 sur tous les favoris. Ça fait mal. Et donc, ce qui fait qu'on a encore une étape assez sympa à suivre, avec des offensifs tout du long, des échappés qui sont à l'avant, qui sont repris, qui repartent devant, mais qui finissent par gagner quand même. Et puis, des favoris qui perdent du temps, avec ici la personne de Primoz Roglic. Et donc, si on décide de regarder le classement général, après cette étape numéro 15, qui clôt donc la deuxième semaine du Tour d'Italie, et ben Isaac Del Toro, il est premier avec 1 minute 20 d'avance sur Simon Yates. Donc Simon Yates qui est le dauphin, 1 minute 20 d'avance, ça commence à être pas mal quand même pour Isaac Del Toro, surtout au vu de la force qu'il a montré dans les premières étapes. Juan Ayuso qui a 1,26, donc juste derrière Simon Yates en embuscade, mais quand même 1,26 de retard sur son équipier Del Toro. Carapace à 2 minutes, Carapace qui s'est montré assez fort, hein, quand même aussi. Derek G, alors Derek G il avait très très mal commencé ce Tour d'Italie, mais là il fait plus aucune erreur depuis pas longtemps, et donc il remonte tranquillement à la 5e place, à 2,54, juste devant Damiano Caruso. Caruso pareil, début de Giro, on se dit bon bah il est un peu derrière, il va faire équipier pour Tiberi. Et bah finalement il se retrouve devant parce qu'il est à 2,55 et Tiberi il est juste derrière à 3,02. Tiberi qui était vraiment très bien placé mais qui a pris cher sur l'étape de la chute de Ciccone malheureusement. Bernal à 3,38, donc 3,38 ça commence à faire un bel écart sur Del Toro. 3,38 sur Del Toro, ça veut aussi dire seulement 2,18 sur Simon Yates. Bon, ça reste acceptable, mais ça c'est quand même un peu loin. Arensman qui est quelques secondes derrière, et puis Primoz Roglic qui a 3,53. Dixième du classement général, donc là ça commence à faire un gros chiffre, hein, Primoz Roglic. Donc 3,53 c'est 2 minutes 30 derrière son rival Juan Ayuso. 2 minutes 30, ça commence à faire beaucoup pour Primoz. Surtout vu l'état de forme qu'il a montré, c'était pas très rassurant. Bref. Sinon, on a McNulty qui est encore là, mais qui est équipier. Storer qui est 12e à 4,25. Storer qui a vraiment semblé en difficulté. Je pense que malheureusement, il devrait pas être vraiment à la fête dans la troisième semaine. Rubio qui est 13e. Et puis 14e, Adam Yates, il faut quand même en parler. Bon, Adam Yates, maintenant, il n'y a plus de doute. Il est vraiment équipier. Le problème pour Ayuso, c'est qu'avant, il y avait le doute avec Yates, mais maintenant, il y a le doute avec Del Toro. Et donc, je vous propose tout de suite qu'on regarde les cotes des bookmakers pour ce Giro d'Italia. Parce que, évidemment, les bookmakers ont déjà mis à jour leur cote, j'enregistre ce dimanche soir, et le favori pour gagner le Giro d'Italia, coté à 1,50, c'est Isaac Del Toro. Alors moi je trouve ça assez fou quand même. 1,50, certes il est en bonne position au classement général, Isaac Del Toro, mais 1,50 ça fait de lui un très grand favori. Le deuxième coté à 3,50, c'est Juan Ayuso. Donc ça veut dire qu'on a, selon les bookmakers, euh, Del Toro a au moins 2 fois plus de chances de gagner ce Tour d'Italie que Juan Ayuso. Ça c'est quand même assez fou. Richard Carapace coté à 4,50. Donc, a priori, le troisième larron. Richard Carapace coté à 4,50. C'est pas très loin de Juan Ayuso. Donc, au classement général, Ayuso, il a 30 secondes, il me semble, d'avance sur Carapace. Mais on estime que Carapace est pas très loin de lui en termes de chance de pouvoir gagner ce Giro. Et ensuite, on a Simon Yates à 10, Egan Bernal à 15, Primoz Roglic à 20, Tiberi et Guy et Derek G à 40, Caruso à 75 avec Arensman. Moi, j'avoue que je reste quand même très perplexe. Évidemment, Isaac Del Toro, il est dans une position vraiment idéale. Il a beaucoup d'avance sur tout le monde. Surtout, il a semblé très très fort. Ça, c'est fou hein, quand même. La force qu'il a montré Isaac Del Toro dans la deuxième semaine, encore plus que dans la première, c'est vraiment un sacré coursier. Et
Moi, j'ai quand même un peu peur pour lui parce que la troisième semaine, elle va être extrêmement dure. Beaucoup de très hautes montagnes, des enchaînements de cols, etc. Il faut quand même se dire que pour l'instant, Del Toro, il a fait un seul grand tour, la Vuelta, qu'il n'était pas leader. Donc, il n'a pas vraiment été habitué pour l'instant à jouer sur 3 semaines en étant à fond tous les jours. Surtout qu'il a fait tellement d'efforts dans ces 2 premières semaines, ça c'est assez ahurissant aussi. Moi, j'ai peur que Del Toro, il explose complètement dans la troisième semaine. Et aussi parce qu'on n'a pas encore vu de très hautes montagnes. Peut-être que la force de Del Toro, c'est plus la moyenne montagne, les punchs, etc. Mais la très haute montagne, on verra si Isaac Del Toro est capable de gagner. Évidemment, il a gagné le Tour de l'Avenir, donc ça fait de lui un coureur capable de gagner en montagne. Mais là, je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour envisager une victoire sur un grand tour pour Isaac Del Toro. C'est pour ça que moi, ça me surprend un peu qu'il soit à 1,50. Je veux dire, je comprends la hype, je comprends qu'il y a une belle avance et qu'il s'est montré très très fort. Et là, c'est peut-être mon côté un peu trop rationnel qui parle, un peu trop vieux jeu. Mais je pense qu'il va sauter quand même, un Del Toro dans la troisième semaine. Donc c'est encore très enthousiasmant. Je serais vraiment très content si Del Toro gagnait ce Tour d'Italie. Mais j'y crois pas vraiment, quoi. Donc 1,50, ça me laisse un peu perplexe. Euh, Ensuite, on a coté à 3,50 Juan Ayuso. Donc Juan Ayuso, son parcours est très différent d'Isaac Del Toro, on va dire, parce que pendant ces 2 premières semaines, on a vu Del Toro sauter partout, alors que Ayuso, il s'est planqué du début à la fin. Euh, Moi, j'ai quand même l'impression que Juan Ayuso court beaucoup plus juste que Isaac Del Toro, ou en tout cas, Juan Ayuso court comme le leader de la UAE devrait courir, alors qu'Isaac Del Toro, il court plus comme un lieutenant, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est sur l'impression visuelle, Juan Ayuso semble moins fort qu'Isaac Del Toro pour l'instant, mais en haute montagne, c'est plus le terrain d'Ayuso que celui de Del Toro, et moi j'ai quand même l'impression que Ayuso c'est quand même le leader de la UAE. Donc on verra comment ça se passe. Déjà, on aura un premier élément de réponse sur la première étape de mardi en montagne qui est très très dure, mais pour moi, Ayuso reste le leader de la UAE et probablement le favori, ce, ce classement général du Tour d'Italie. Cependant, je trouve que c'est très serré, avec notamment les deux hommes qui le suivent aux côtes de Winamax, qui sont Carapaz et Simon Yates, côté à 4,50 et à 10, et aussi c'est encore un peu serré avec Primoz Roglic. Euh, à ce jour, je dirais que Roglic n'est plus le favori de ce Tour d'Italie. En revanche, je pense que le mettre à 20, c'est quand même une sacrée erreur. Roglic, c'est un coureur d'expérience qui a gagné plusieurs grands tours. Certes, il a perdu du temps, il a fait une défaillance aujourd'hui. Il y a une journée de repos et ensuite on passera dans une troisième semaine très très dure. Je trouve que c'est encore un peu trop tôt pour l'écarter définitivement du débat, Primoz Roglic, même si depuis 2 semaines, il fait pas une bonne impression, hein, Primoz, tout simplement. C'est aussi l'impression qu'il donnait sur le Tour de Catalogne, qu'il a remporté alors que Ayuso semblait incroyable. Finalement, Roglic l'a renversé dans la dernière étape, donc moi je pense qu'il est vraiment trop tôt pour écarter Primoz Roglic. Ceci dit, il y a des profils de Carapaz et de Yates qui m'intéressent énormément. Carapaz à 4,50 et Yates à 10. Déjà parce qu'ils sont très bien placés au classement général, peu ou prou dans les temps de Juan Ayuso. Simon Yates a même un peu d'avance, même si Richard Carapaz a un peu de retard. Surtout, c'est des coureurs d'expérience, alors que Del Toro, c'est pas un coureur d'expérience. Ayuso, ça commence à l'être, mais il est encore très jeune. Alors que Carapaz et des Yates, des troisième semaines de Grand Tour, ils en ont enchaîné. On parle évidemment de Simon Yates, hein, pas d'Adam Yates. Même si Simon Yates, c'est quand même un habitué des fringales en troisième semaine, on va pas se mentir, mais moi, c'est des profils qui m'intéressent. Il y a beaucoup de très hautes montagnes, enfin pas de très hautes montagnes, mais d'étapes de montagne très difficiles qui arrivent dans la semaine numéro 3. Je pense que on n'est pas à l'abri de les voir renverser ce Giro, de renverser un Del Toro. Ça, je suis à peu près sûr que ça sera le cas. Et Ayuso, bah, pour l'instant, sur 3 semaines, il a jamais montré de très grandes garanties. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une étape où Ayuso est décroché tout simplement. Donc, moi, je pense que pour eux, c'est encore jouable. Il y a Egan Bernal qui est coté à 15. Bernal, ça me semble compliqué quand même. Ça m'embête un peu de dire ça, mais Bernal, il est à 3,38. Donc, faudrait qu'il reprenne euh, 3,38 déjà à Del Toro, tout simplement. Ça, je pense que c'est faisable. Il faudrait qu'il reprenne 2 minutes 20, on va dire, à Juan Ayuso et Simon Yates. C'est possible aussi parce que Simon Yates, il est capable de craquante et j'ai l'impression aussi que Juan Ayuso est capable de craquante. Reprendre 1 minute 30 à Richard Carapace, ça me semble compliqué quand même pour Bernal parce que pour l'instant, Carapace, c'est un peu la version évoluée de Bernal, hein, sur ce Giro. Il fait pareil que lui, mais en mieux.
Donc j'ai un peu du mal à voir comment Bernal pourra aller chercher Richard Carapace. Après les autres, franchement, il y a des mondes dans lesquels je le vois les doubler, mais voilà quoi. Bernal, le problème, c'est qu'il a beaucoup attaqué dans ses 2 premières semaines, donc il a déjà donné beaucoup de force. On sait que c'est un coureur qui est fort normalement en 3e semaine. Bon, ça, c'est le valable pour le Bernal pré-blessure. Pour le Bernal post-blessure, pour l'instant, on l'a pas encore vu être performant en 3e semaine. Et surtout, ce qui m'embête, c'est que pour l'instant, quand ça montait, il avait l'air un peu moins fort que les autres, quoi, tout simplement. Donc, ouais, Bernal, je suis pas trop confiant. Moi, je vois quand même plutôt Yates, Carapaz et Ayuso, même Roglic, mais Bernal, c'est au moins mon 5e ou 6e dans la hiérarchie. Donc, je disais Primoz Roglic qui est coté à 20, moi, je le mets à peu près au rang d'un Carapaz ou d'un Yates. Un peu moins favori qu'Ayuso, mais un peu derrière quand même. Et Tiberi et G qui sont cotés à 40. Le problème, c'est que Tiberi et G, en fait, ils vont pas reprendre du temps dans la montagne. À moins que ça se regarde, j'ai un peu du mal à les voir capables de prendre du temps aux autres en montagne. Donc c'est ça qui me fait peur pour eux. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont cotés à 40. Mais sinon, ils sont plutôt en forme. Ils roulent bien, mais le problème, c'est que c'est pas vraiment des coureurs avec des tempéraments capables de battre les autres en très haute montagne. Donc c'est pour ça qu'ils sont cotés à 40, je pense. Côté à 75, on a Caruso. Donc Caruso, c'est vraiment le gars que personne n'a vu venir. On sait qu'il a déjà été très fort sur des Tours d'Italie. Là, il est vieux, le pépère. Donc on s'est dit, bon, bah Caruso sur ce Giro, c'est un peu foutu. De toute façon, il va être équipé pour Tiberi. Pour l'instant, il est mieux classé au général. Et bah, franchement, je pourrais pas mettre ma main à couper que Tiberi finisse devant Caruso sur ce Giro. Après, pour aller chercher la gagne, c'est quand même trop dur, je pense aussi encore une fois pour Caruso. Et puis il y a Rensman qui est coté à 75. Bon, c'est un peu pareil quoi. Rensman, il est même pas le plus fort, je pense, de la Ineos. Et sachant que je ne vois pas Bernal gagner, ça me semble un peu compliqué pour un Rensman. Mais bon, tout ça pour dire que Del Toro, c'est le grand favori des bookmakers. Ça m'intéresse parce que les bookmakers, c'est des gens qui se trompent, pardon, assez rarement. Moi, je pense qu'ils vont se tromper, mais j'ai peut-être tort plus souvent que les bookmakers. Donc voilà. Il est le grand favori des bookmakers. Moi, je pense quand même que Ayuso est peut-être le favori en ce moment. Pas très loin derrière, il y a Carapaz, Yates, Roglic. Un peu derrière, il y a Primoz Roglic, il y a Egan Bernal. Et encore, mais peut-être à peu près au même rang que Bernal, il y a Tiberi et Derek G, avec peut-être encore Damiano Caruso, mais et donc Del Toro, bah franchement, je ne sais pas, parce que je ne sais pas lire l'avenir. J'ai tendance à penser qu'il va craquer. Pour donner une place au général, je pense qu'un top 5 est possible, mais je ne sais pas trop dire s'il sera capable de faire mieux. Donc voilà, ça va être vraiment passionnant cette 3e semaine, et encore plus quand on regarde le profil. Et c'est ce que je vous propose tout de suite. Donc on commence par l'étape numéro 16, étape numéro 16 de mardi, à ne louper sous aucun prétexte. Je trouve que c'est peut-être la mieux tracée des étapes de montagne. Elle est tout simplement terrible. Elle est tout simplement terrible, cette étape numéro 16, donc de 200 km, 4700 mètres de dénivelé positif. Bah, c'est tout simplement une étape du Giro, de 3e semaine de montagne. On met énormément de distance, énormément de difficultés. Surtout que les difficultés là sur cette étape-là, elles sont concentrées pardon, dans les 2 derniers tiers, donc ça va vraiment s'enchaîner. À partir du Santa Barbara, donc qui est le col de première catégorie, dont le sommet est situé à 35 km de l'arrivée, euh, et donc son pied, lui, est situé 12 km avant, donc on va dire à 50 bornes de l'arrivée, ça va être terrible, ça va faire que monter, descendre, et de manière très difficile. Donc ça va vraiment être étape terrible. Euh, le seul problème de cette étape-là, c'est que c'est la première étape de montagne. Donc je suis pas sûr qu'on aura des très grands écarts. Parce que si on regarde les profils, les 2 dernières ascensions, il y a vraiment moyen de lancer des grandes manœuvres. Le Santa Barbara, donc dans le sommet situé à 35 km d'arrivée, c'est 12,6 km à 8% de moyenne. C'est très régulier, c'est très très dur. Franchement, énorme montée. On redescend et on a, je sais pas, 2 km de vallée avant de passer sur l'ascension de San Valentino. Donc San Valentino, c'est un peu trompeur parce que c'est 18 bornes à 6 km, à 6%. Mais en fait, il y a des replats avec des paliers. Et c'est ça qui va être très très dur. Euh, il y a 3 paliers, mais en fait, en moyenne, c'est du 7-8%. Surtout le deuxième palier qui a l'air vraiment très très dur. Donc, un chantier. Vraiment, c'est un chantier. Le profil de cette étape-là, c'est un chantier. Et ce que je disais, c'est le problème, c'est que c'est la première étape de montagne. Bon, il y a quand même déjà des écarts entre les favoris, mais ils sont pas si importants que ça, pardon.
Il y a encore de la montagne qui arrivera par la suite. Donc là, je me demande, est-ce que ça va attaquer? Bon, avec Ineos, a priori, oui. Ou est-ce que ça va se toiser? Parce que je suis pas certain qu'on ait des coureurs qui se sentent pour l'instant très supérieurs aux autres en montagne. Je veux dire, pour l'instant, vu qu'on n'a pas eu de vraies courses de montagne, et bah, en fait, les favoris n'ont pas eu le privilège de se tester les uns entre les autres. Bon, si, il y avait à la rigueur le Monte Grappa et puis le San Pellegrino, mais c'était dans un contexte assez particulier. Donc, pour l'instant, il y a peut-être une phase d'observation qui va se mettre en place. Donc, Bernal doit reprendre du temps, donc Ineos va attaquer. Surtout que Bernal, c'est un attaquant, même si on a vu que il a du panache, mais il est souvent pas récompensé. Euh, je vois quand même une échappée avoir sa chance sur ce terrain-là, vu que j'ai l'impression que la Ineos doit rouler, mais après les autres équipes, est-ce que la Red Bull Bora va rouler pour reprendre du temps pour Primoz Roglic? Ça, c'est vraiment une grosse inconnue. Donc peut-être qu'une échappée a sa chance. On reste à savoir si elle va sortir sur le plat ou alors si ça sortira dans le deuxième catégorie. Le deuxième catégorie, donc qui est quand même après 60 bandes de course. Donc peut-être qu'il faudra attendre 60 bandes pour qu'un coup sorte. Et on verra si on a une échappée de grimpeur ou si on a une échappée de rouleur. Euh, si on a une échappée de grimpeur, on aura bien évidemment Lorenzo Fortunato à l'avant. Et puis c'est toujours un peu les mêmes, hein. Wout Poels, Nero Quintana, Peyo Bilbao, Wilco Kelderman, Nicolas Prodhomme pour la G2R, Georg Steinhauser pour la IF, pourquoi pas Rémi Rochas pour le la Groupama FDJ, Marco Frigo bien évidemment, toute la team des Jayco Alula, Chris Harper, Luc Plapp, Filippo Zana, pourquoi pas même Thomas Pidcock en vrai, hein. Mais de toute façon, je pense qu'en troisième semaine, on aura souvent les mêmes coureurs à l'avant, là sur les trois grosses étapes de montagne. Ça sera tout simplement les coureurs qui ont le mieux récupéré, qui sont les plus forts et les meilleurs grimpeurs tout simplement, et qui ne sont pas dans la course pour le classement général. On peut se demander quid de Godu et Bardet. Bon bah Bardet, on l'a vu encore à l'attaque plusieurs fois cette semaine, encore dans cette dernière étape, et malheureusement c'est jamais le plus fort de son groupe. Donc il sera peut-être dans les échappées, mais je sais pas s'il sera capable de mettre au fond. Et quid de David Godu, ça c'est vraiment terrible, hein, de Godu qui était dans l'échappée ce dimanche et qui a été lâché dans les premiers, donc ça fait mal pour David. Je pense que dans l'échappée, il pourrait aussi avoir des équipiers de leader à l'avant. Pourquoi pas pour avoir des pions avant une attaque dans le Santa Barbara ou dans le San Valentino, mais ça peut être une stratégie à mettre en place. J'ai quand même l'impression que Del Toro va coincer sur cette étape-là. Peut-être que je vais me tromper, hein, mais je pense qu'il coincera sur cette étape-là. Et ça sera intéressant de voir, vu que ça sera le premier zoom sur l'état de forme des favoris en montagne. Faudra vraiment voir où en sont Ayuso, Carapaz, Simon Yates, même pourquoi pas Adam Yates, Tiberi, et puis Roglic et Bernal, quoi. Roglic, vraiment, on verra s'il sera remis de sa défaillance de dimanche. À savoir si c'était une défaillance, si c'était une vraie mauvaise forme, hein, tout simplement. Pourquoi pas Derek G. euh, on verra aussi là dans quelle forme est Damiano Caruso, qui semble très très fort pour l'instant. Je pense que là, dans cette étape-là, il y a quand même des mecs qui vont sauter rapidement, hein, des Storer, Arenspan qu'on a vu assez à la peine pour l'instant quand ça montait. J'ai peur pour eux que ça saute assez rapidement, mais en tout cas, donc échapper, qui peut gagner, sauf si on a des équipes de leaders qui veulent lancer des grandes manœuvres. Et donc, en tout cas, il y aura des attaques dans les favoris. J'espère que ça sera dans Santa Barbara, sinon ça devrait être dans San Valentino. Et ça sera vraiment très intéressant parce qu'on verra enfin de quel bois sont faits les favoris de ce Giro dans la montagne. Étape numéro 16, donc du mardi, qui sera terrible. Étape du lendemain, je ne sais pas trop quoi en penser. Étape numéro 17, qui arrive à Bormio. 150 km, 3800 mètres de dénivelé positif, donc encore une vacherie quand même, hein. C'est-à-dire que on a l'impression sur le profil que c'est une étape de moyenne montagne, mais on passe par le Mortirolo, les gars, hein, quand même. C'est pas par le versant le plus difficile, mais c'est quand même 3800 mètres de dénivelé positif sur l'étape. On a 50 km en faux plat au début. En fait, on a une arrivée plate, donc ça sera pas un scénario pour les favoris, mais plutôt pour les échappés. Donc je le disais, on a 50 bandes de faux plat montants au début, donc où un groupe peut sortir. Sinon, je pense que ça va batailler de manière très très ardue. Peut-être que ça sortira dans le deuxième 4, qui est au bout de 50 bornes, donc le Passo del Tonale. 15 bornes à 6% de moyenne, ça fait mal. Et ensuite, donc, on redescendra pour aller chercher le Mortirolo après un peu de vallée. Et après le Mortirolo, bah, il reste encore 30 bornes.
35 bornes avec faux plat montant, une petite cote à 10 bornes de l'arrivée, mais c'est mal plat, mais c'est pas une vraie étape de montagne sur la fin. Je trouve quand même que c'est bien tracé, parce que les meilleurs grimpeurs de l'échappée, ils auront pas trop le choix que de faire le forcing dans le Mortirolo pour sortir et s'isoler. Parce qu'après, si vous emmenez un mec qui va un peu vite au sprint, dans les 35 derniers kilomètres, bah, c'est possible qu'on n'arrive pas à le lâcher. Même s'il y a cette petite ascension là, ce petit radar de 3 bornes à 8% à 10 bornes de l'arrivée, euh, où là on pourrait encore sortir pour des grimpeurs. Ça reste possible pour un coureur qui grimpe un peu moins bien, mais qui va vite au sprint, de réussir à s'accrocher. Enfin, quand je dis au sprint, c'est pas un Pedersen, hein, c'est pas un sprinter, c'est un mec plus grimpeur, mais un peu plus lourd que les autres, qui est capable d'aller vite sur du plat. Donc moi, je trouve que c'est une étape bien, bien tracée, vraiment. Après, ça reste quand même une étape très difficile, hein, 3800 mètres de dénivelé positif. Donc le coureur qui s'imposera, ça sera encore une fois le plus fort. Donc c'est les mêmes que ceux que j'ai cités avant. On peut rajouter des mecs qui un peu plus profil rouleur, ou je sais pas, des Luc Plap, ce genre de gars, même s'il y a un avantage aux grimpeurs. Je pense quand même que les échappés devraient s'imposer, parce que la veille, on a l'étape terrible de montagne. Le lendemain, on a une opportunité pour les sprinteurs type Pedersen, donc je pense que il y aura pas beaucoup d'équipes pour rouler derrière l'échappée dans cette étape numéro 17, à moins qu'on ait encore un coup de folie des Ineos. Donc ça sent bon la victoire d'étape pour les échappés quand même sur cette étape 17. Étape 18, c'est une étape de transition, 144 km seulement, 1600 mètres de dénivelé positif, et on arrive à Cesano Maderno, avec les 50 derniers kilomètres qui sont tout plats. C'est une étape de transition, mais elle risque de faire mal aux organismes, encore une fois, parce qu'on n'est pas capable de se reposer sur ce Giro d'Italia. Pourquoi ça va faire mal aux organismes? Parce que je pense que cette étape, Mats Pedersen l'a coché, et je pense que les Lidl Trek vont visser dans les difficultés. Donc en termes de profil, c'est 30 bandes toutes plates. Ensuite, on a 4 ascensions qui se succèdent, et ensuite re 50 bandes toutes plates. Les ascensions, c'est deuxième et troisième catégorie, plus sprint bonus. Donc ça permet de faire lâcher quand même des grimpeurs, des sprinteurs. Rien que la première, c'est 7,5 km à 6% de moyenne. Ensuite, ça continue de monter, ça redescend, ça monte. Bref, on a à ce moment-là quasiment 70 km où ça monte et ça descend. On va faire la peau aux plus grosses cuisses, ça c'est certain. De toute façon, les grosses cuisses seront déjà très fatiguées. Donc je pense que dans cette étape 18, les Lidl Trek vont visser. Ils auront peut-être les Visma Leaseback qui vont rouler avec eux. Et donc je pense qu'à partir du kilomètre 30, où ça commence à monter jusqu'à l'arrivée, ça va pas débrancher. Parce qu'il y a des équipes qui vont essayer de lâcher les plus gros sprinteurs, et derrière les plus gros sprinteurs vont essayer de revenir sur le plat, donc il faudra continuer de rouler. Et ça m'étonnerait pas qu'on ait une étape avec une moyenne encore de 45 km/h, alors que ça monte un peu. L'autre opportunité, c'est peut-être de mettre Pedersen et Vacek dans l'échappée, hein, pour la Lidl Trek. Après, le problème, c'est que je me dis que si on les met dans l'échappée et qu'il n'y a pas assez de monde dans l'échappée, derrière, les vrais gros sprinteurs vont temporiser dans les montées et vont essayer de les reprendre sur le plat. Donc, je vois plutôt un scénario où la Lidl Trek va visser. Euh, les favoris, c'est pour moi Kaden Groves et Mats Pedersen, parce que j'espère, enfin, c'est pas que j'espère, je pense que Kaden Groves sera capable de s'accrocher. C'est quand même un coureur qui a montré une résilience assez forte dans les 2 premières semaines du Giro. Il n'y a pas beaucoup de victoires pour les sprinteurs en dernière semaine, donc je pense que Groves aura vraiment à cœur de s'accrocher. Pedersen sera évidemment encore là. Je pense que ça sera trop dur pour un Olaf Koy, par exemple, même s'il a été reboosté en confiance là sur ces dernières étapes. Donc je pense que Olaf Koy va sauter. Du coup, la question est-ce qu'on va rouler pour Van Aert? Bah, c'est vraiment une possibilité. Donc c'est un profil qui, encore une fois, est intéressant. Je disais la veille, c'est intéressant parce que l'échappée a de grandes chances d'aller au bout et qu'il y a plusieurs profils qui peuvent gagner. Profil de coureur, j'entends. Là, sur cette étape 18, c'est assez bien tracé. Euh, je pense que ça peut ne pas débrancher du début à la fin. Ou alors les coureurs seront complètement cramés et personne va rouler. C'est pas impossible, hein, franchement, que l'étape flop. Si tout le monde est trop cuit, parce que là, ça va être difficile, les étapes 16 et 17, sachant qu'on a une fin de deuxième semaine qui était compliquée aussi, alors qu'elle aurait pas dû l'être. Peut-être que les organismes seront totalement cuits pour pas mal de coureurs, mais je serais encore une fois pas étonné si la Lidl Trek venait à rouler beaucoup dans cette étape-là. Donc, une belle étape. Étape numéro 19, ce qu'on pourrait appeler le Grand Chelem, tout simplement le Grand Chelem. 166 km, 4900 mètres de dénivelé positif. Donc là, c'est n'importe quoi.
On enchaîne les ascensions à gogo. Donc sur cette étape-là, un troisième catégorie, puis trois premières catégories, avant une arrivée sur un deuxième catégorie et une légère redescente. Euh, on monte jusqu'à 1600-1700 mètres d'altitude. Donc a priori, toutes les routes devraient être déneigées pardon, sans trop de problèmes. Ça devrait passer facilement. Euh, je crois que le Finestré, qui aura lieu le lendemain, et Sestrières sont déneigés actuellement. Parce qu'en fait, cette étape numéro 19, c'est l'avant-dernière étape de montagne, ce qui veut dire qu'elle peut ne pas être très décisive si tout le monde attend la 20e. Sauf que la 20e, elle va très haut en altitude, avec le Finestré et Sestrières, et si jamais l'étape 20 est escamotée, on le saura à l'avance, et peut-être que cette étape 19 devrait être plus forte en sensation que ce qu'il n'est prévu initialement. Mais bon, on va partir ici dans l'hypothèse que l'étape 20 va se dérouler comme il le faut, sur le profil initial, mais c'est possible que si jamais c'est pas encore déneigé, l'étape 19 devienne un véritable champ de bataille. Mais bref, moi j'ai quand même tendance à penser que l'étape 19, si l'étape 20 est maintenue, ça va être un flop. Pourquoi? Parce que c'est la veille de l'explication finale au Finestré, que le Finestré c'est beaucoup trop dur et que le profil de cette étape 19, même si elle est absolument infâme avec ses 4900 mètres de dénivelé positif, et ben, il se prête pas trop aux attaques. Donc, si on regarde le profil de cette étape 19, ce qui m'embête un peu, c'est que les difficultés, elles vont dans l'ordre décroissante des pourcentages. C'est-à-dire qu'on commence avec le plus dur, le col Tsekoré, désolé, difficile à dire, 16 km à 7,7%. Donc c'est une infamie, c'est très long, c'est très dur. Ensuite on redescend, on a une vallée, donc la première vallée de 10 bornes qui casse un peu le rythme. Deuxième ascension, encore en 16 km, mais à 7,2%, donc c'est un peu moins dur. Ensuite on redescend, on, on fait quoi? 3-4 km de vallée, et ensuite col de Joux, et là c'est 15 km à 7%, donc c'est un peu moins encore que l'ascension d'avant. Et en fait au sommet on n'est pas arrivé, parce qu'il reste encore 20 bornes au sommet, et là ça devient plus plat on va dire. Bon, c'est pas du plat bien évidemment, mais c'est un col de deuxième catégorie pour finir quoi. Donc et encore on finit en descente. Donc on va quand même dans le sens décroissant des difficultés, ce qui n'est pas forcément le plus adéquat pour attaquer dans ces dernières montées. Après, c'est vrai que du coup, ça incite plutôt les coureurs à attaquer de loin. Mais dans ce cas-là, il n'aurait pas fallu mettre cette étape-là juste avant le Finestré. Parce que si on attaque là, je dis n'importe quoi, dans le Saint-Pantaleon, qui est l'avant-avant-dernière difficulté, on prend énormément de risques et on peut être cramé le lendemain pour l'étape qui est encore plus dure. Donc, j'ai un peu du mal avec le tracé de cette étape et son placement dans le calendrier. Si c'était la dernière étape, là, ça aurait été vraiment génial, parce que du coup, ça aurait forcé les gens à attaquer de loin. De toute façon, c'est la dernière étape, donc on s'en fout, on peut attaquer de loin. Il n'y a aucune conséquence. Là, il y a le Finestré le lendemain, donc je pense que ça va vraiment refroidir pas mal de coureurs. Et du coup, bah, j'ai un peu l'impression qu'on s'attaquera pas dans les premiers cols de première catégorie. On va tenter timidement dans le col de Joux. Bon, le col de Joux, c'est du 6,8% de moyenne. Ça va jamais au-dessus de 8 dans les passages les plus durs. On a même des passages avec des petits plats à 5-6%. Bah, je suis pas sûr que ça soit suffisamment pour que certains puissent faire suffisamment dur, pardon, pour que certains fassent des différences. Ça m'embête un peu. Et puis cette arrivée finale, en deuxième catégorie, bah, c'est 9 km à 4,7%. Donc voilà, ça permet pas de creuser. Enfin, ça peut creuser si on est déjà tout seul devant, mais on peut pas attaquer là-dessus, quoi. Donc on finit ensuite dans une descente. Bon, bref. Le profil final se prête tout simplement pas à des attaques, ou alors il faudra attaquer de très très loin. Et donc là, il faudra ne pas avoir consulté le roadbook et ne pas avoir vu que le lendemain, il y avait le Finestré. Mais donc, c'est pour ça que je pense qu'on aura peut-être en fait un statu quo sur cette étape-là, hein. Il y a peut-être quelques coureurs qui auront des défaillances majeures, qui vont péter, etc. Mais je serais pas étonné que les 5-6 premiers favoris arrivent groupés à l'arrivée de cette étape numéro 19. Donc ça me fait un peu peur. C'est pour ça que je pense que les étapes numéro 19 et 20 auraient dû être inversées. Même si c'est sympa quand même parce que l'étape numéro 20 c'est le Finestré et qu'elle arrivera le samedi et pas le dimanche et pas le vendredi, donc c'est mieux pour l'audience. Je pense quand même qu'on cette étape 19 c'est encore une opportunité pour les échapper parce que le lendemain ce sera pas pour eux. Euh, je pense qu'il y a une échappée de grimpeurs qui peut vraiment prendre de l'avance. Déjà ça sera une échappée de grimpeurs parce que cette fois-ci on commence en montée.
avec le Croce Serra, donc 11 km à 4,6%, qui permettront à des grimpeurs de sortir, de creuser un peu dans la plaine, de creuser dans les différentes ascensions où il devrait pas y avoir de grandes manœuvres a priori, au moins peut-être avant le col de Saint-Pantaléon, donc ça permettra de prendre pas mal de temps d'avance. Donc je pense qu'une échappée de grimpeurs peut aller au but sur cette étape-là. Je pense qu'on peut aussi avoir dans cette étape-là, pardon, dans l'échappée des mecs qui ont perdu beaucoup au général, euh, qu'on pensait rester classés, mais finalement on a pris un tir, je sais pas, dans l'étape du mardi. Je pense à un Storer, par exemple, un Arensman, un Piganzoli, un Heiner Rubio, un Max Pool. C'est le genre de mecs qui peuvent aussi aller dans cette échappée-là, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ils seront assez loin en général, et on fera pas trop de zèle à les laisser partir. Il peut y aussi avoir des équipiers de leaders qui auront un peu plus de champ sur cette étape-là, qui pourraient jouer leur carte. Je sais pas, je pense par exemple, du côté de la UAE, on a énormément de coureurs qui ont ce profil-là. Peut-être que c'est l'étape où on peut laisser un McNulty aller à l'avant. Peut-être que du côté de la Red Bull Bora, on peut laisser partir Pellizzari ou Daniel Felipe Martinez. Donc voilà pour cette étape-là. Donc moi je pronostique pas trop d'écart au général sur celle-ci. En revanche, le lendemain, l'étape que tout le monde attend, l'étape numéro 20, qui va peut-être un peu cristalliser toutes les attentes des coureurs, donc on espère qu'ils auront quand même pris le parti de s'attaquer un peu avant. Étape numéro 20 de Verres à Sestrières en passant par le terrible Finestré. Étape de 4 400 mètres de dénivelé positif, sachant qu'il se passe quasiment rien pendant les 160 premiers kilomètres, avec juste une ascension de quatrième catégorie et un long faux plat pour faire un deuxième catégorie. Je comprends pas trop pourquoi c'est un deuxième catégorie. Mais donc 160 bornes de plat, et ensuite bam, le Finestré direct, quasiment course de côte. Et ensuite on redescend après le Finestré pour aller chercher l'arrivée à Sestrières. Sestrières, c'est pas très dur, mais le Finestré, c'est un enfer tout simplement. Je pense que vu que l'étape est plate, que les favoris ont joué leur va-tout, ça sera clairement pas pour les échapper. Euh, et tout va se jouer dans le Finestré. Finestré, c'est 18 km à 9%. C'est vraiment une infamie. Les 8 derniers kilomètres sont pas goudronnés, hein, pour ajouter un peu de suspense. En plus, c'est vraiment le col le plus dur du Giro. C'est régulier dans sa difficulté, c'est terrible. C'est la première fois du Giro qu'on va aller en altitude, en haute altitude. Je crois que c'est peut-être la première fois qu'on passe les 2000 mètres d'altitude, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut aussi avoir un impact. Et je pense vraiment que dans ce Finestré, de toute façon, ça va tellement pas vite que l'aspiration est quasiment impossible. Je pense que chaque coureur sera à sa place et j'espère que ça sera un énorme chantier. Le classement général devrait bien s'y jouer, je pense. Il faudra être capable de très bien gérer sa montée. Là, je pense par exemple qu'un Del Toro, il peut prendre 10 minutes là-dessus. Et même entre les autres favoris, on peut prendre facilement 2 3 minutes à quelqu'un d'autre. Donc je pense que rien ne sera joué avant l'arrivée de cette étape numéro 20, parce que ce Finestré est trop dur. Le sommet à 28 km de l'arrivée, ça c'est le truc, avec une courte descente et puis un long faux plat jusqu'à Sestrières. On se dit que peut-être que des coureurs qui se regroupent pourraient reprendre un peu de temps à un coureur seul dans cette ascension de Sestrières, mais je pense que de toute façon à ce moment-là, les plus forts seront à l'avant. Donc à moins qu'il y ait des coureurs qui se regardent, ce qui est possible, je pense que de toute façon, celui qui passera en haut du Finistré tout seul, à moins qu'il soit vraiment très mauvais en descente, ça sera celui qui ira chercher la gagne à Sestrières, et peut-être celui qui gagnera le Giro. Mais c'est vrai que si jamais on a un petit mano-mano avec deux coureurs qui sont proches au classement général et qu'il y en a un troisième qui s'accroche, s'il attaque, pas certain qu'on aille le chercher, donc peut-être que s'il y a des gars qui se regardent, ça pourrait permettre à un homme de ressortir, mais je pense vraiment que de toute façon tout se fera dans le Finestré. Est-ce que en fait c'est assez difficile de se prononcer sur des attaques d'équipe sur cette étape-là parce que ça dépendra vraiment vraiment du classement général. J'aurais bien aimé pronostiquer, savoir si Roglic allait mettre à rouler dans ce col-là, mais peut-être qu'à ce moment-là, il sera déjà premier en rose. Peut-être qu'à ce moment-là, il aura abandonné. Peut-être qu'à ce moment-là, il sera encore dixième du général. Donc, c'est difficile à pronostiquer. Et puis, l'étape numéro 21, bon, bah, c'est le sprint traditionnel à Rome. On a vu que sur ce Giro, il y avait quelques sprinteurs un peu au-dessus des autres. Je pense à Kaden Groves, à Olaf Koy, à Mats Pedersen. Peut-être pourquoi pas même à Milan Fretin, mais on a vu que globalement, à Casper Van Huden, mais on a vu que globalement, c'était vraiment question de placement sur les sprints sur ce Giro. Donc, on verra qui aura encore la meilleure équipe pour le placer à 200-300 mètres de l'arrivée. Et donc, un dernier sprint pour ce Giro. Ça sera donc la fin du Giro. Euh,
un petit prono quand même. Je vais me mouiller. Je vois peut-être Richard Carapace gagner ce Giro d'Italie. Parce que, je vous l'ai déjà dit, je ne crois pas trop en Del Toro. Ayuso, je sais pas trop quoi en penser. C'est vraiment difficile de se prononcer sur lui, même s'il a fait une course parfaite pour l'instant. Ça aussi, ça pourrait être aussi la course d'un homme qui est un peu en difficulté, qui arrive pas à trop attaquer, donc difficile de se prononcer. Tandis que Carapace, il a montré qu'il était fort. Une troisième semaine, ça le dérange pas. En haute altitude, ça le dérange pas. Les enchaînements de col non plus. Donc, je me dis que Carapace, c'est peut-être son année. On se souvient que l'année où il avait gagné, c'était Nibali et puis Roglic qui s'étaient regardés. Bon, bah là, on peut dire si Roglic et Ayuso se regardent, peut-être que Carapace va gagner. Bon, après, ça dépend si Roglic est encore dans le jeu. Mais donc, je me mouille et je dis victoire finale de Richard Carapace. Ce qui me ferait très plaisir. Ce qui est vraiment une possibilité parmi tant d'autres parce que c'est très ouvert. Mais voilà, je me mouille avec un prono. Et pour les Bleus, je rigole, pas l'équipe de France, mais les coureurs français, euh, ça va être difficile de gagner sur ce Giro, hein, malheureusement. Est-ce qu'on peut gagner au sprint avec Paul Magnier? Franchement, compliqué, soit à Rome, soit sur l'étape 18, mais j'y crois pas trop. Ou alors il faut une échappée avec Bardet. Bardet, on a vu qu'il était pas toujours le meilleur dans les échappées, donc c'est difficile à dire aussi. Godu, il a l'air complètement à la ramasse malheureusement. Peut-être que le meilleur en montagne, en fait, c'est Nicolas Prodhomme, côté français. De là, à le voir gagner une des étapes de montagne dantesques comme ça serait très bien, mais je suis pas certain. On sait que c'est un coureur qui gagne assez peu aussi. Donc pour les étapes 16 et 19, a priori, plutôt pour une échappée d'un grimpeur français. Et sinon, mon petit bête sorti du chapeau, pourquoi pas Rémi Rochas sur l'étape 17? Voilà, parce que Rémi Rochas, il a montré qu'il courait bien, qu'il était en bonne forme, et l'étape qui lui conviendrait mieux sur le papier, ce serait peut-être l'étape 17. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Profitez bien de cette fin de Giro qui s'annonce vraiment exceptionnelle. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!